Nature et bien-être, Amandine Anyambosu aujourd'hui pour nous parler donc d'une biosphère. C'est une réserve qui est située du côté du département du Mono. Quels sont les objectifs donc de la création de cette réserve naturelle? C'est ce que nous allons essayer de découvrir, mais pas avant ceci. Situé dans deux pays ouest-africains, le Bénin et le Togo, le delta du Mono forme une diversité d'écosystèmes uniques, comprenant mangroves, forêts, lacs et mares. Ces écosystèmes sont à la base de valeurs importantes telles que l'approvisionnement en eau, en bois, la sécurité alimentaire et la biodiversité représentée par des espèces phares reconnues d'importance internationale. L'état de la conservation des ressources naturelles est préoccupant. Au lac Toro, par exemple, les populations riveraines qui vivent majoritairement de la pêche utilisent des filets de trop petite maille. Ceci cause une diminution du stock de poissons adultes qui constitue pourtant une importante base de subsistance aux populations. Au Togo comme au Bénin, l'expansion des terres agricoles, l'extraction abusive des ressources naturelles et le non-respect des règles de gestion traditionnelles menacent la biodiversité de la région et la sécurité alimentaire des près de 900 000 riverains du fleuve Mono. Pour faire face à cette situation, les gouvernements du Bénin et du Togo ont uni leurs forces pour mettre en place une réserve de biosphère transfrontière. Le Bénin et le Togo sont tous deux signataires de la Convention sur la diversité biologique ainsi que son plan stratégique pour les années 2011 à 2020. Dans ce cadre, ils se sont engagés à maintenir en état leurs aires protégées et à en élargir la surface afin de mieux préserver la biodiversité. En 2014, les ministres en charge de l'environnement, au Togo comme au Bénin, ont formellement lancé le processus de mise en place de la réserve. Environ 3 ans plus tard, la réserve de biosphère transfrontière du Mono était officiellement intégrée par l'UNESCO dans son réseau appelé l'Homme et la biosphère. Un très beau cadre. En tout cas, moi, j'adore quand la nature s'exprime, où les hommes et les animaux ne parlent qu'un seul langage, harmonie. Monsieur Josia Boutrenou Djossou, vous êtes directeur d'une ONG Nature Tropicale. Vous êtes un des nôtres sur cette chaîne de télévision. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, madame. Amandine Anyambosu. Karamata Batao, bonsoir, mesdames, messieurs. Comment vous portez? Ça va bien. Ce début de plaisir de semaine. vous retrouver ce lundi. Alors, on y va donc avec monsieur Boutrenou qui va donc nous parler des objectifs d'une telle réserve. Voilà, nous allons parler cette semaine de la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Et ce soir, nous allons aborder les raisons qui sous-tendent la création de cette réserve. Monsieur José Adosso Broudirenou, bonsoir. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous déjà ce que c'est qu'une réserve de biosphère. Oui, une réserve de biosphère, il faut comprendre simplement que nous avons la Convention sur la diversité biologique qui met l'accent d'abord sur la conservation. Et souvent, quand on parle de conservation ou de sauvegarde, ça fait peur. Certains vont demander, mais pourquoi on va conserver alors que l'homme a besoin de manger? Cette Convention sur la diversité biologique, dans son objectif, parle aussi de l'utilisation, mais il a ajouté durable. Ça veut dire qu'on a parlé de conservation, l'utilisation durable. Mais il y a un troisième aspect, c'est le partage des bénéfices. Voilà les 3 aspects qu'on peut comprendre au niveau de la Convention sur la diversité biologique. Et ces dernières années, les phénomènes
qui se développe en ce qui concerne les menaces sur les ressources et autres, je crois que les scientifiques ont travaillé et on a vu que l'homme est à l'origine des problèmes, mais l'homme doit être la solution. Et la solution est où? La solution est dans la nature. Parler de réserve, de biosphère, c'est que l'homme, on reconnaît déjà que l'homme est déjà là, en train d'exploiter la ressource. Mais comment l'homme peut utiliser cette ressource durablement, tout en conservant, mais aussi en tirant profit, pour que ce profit soit équitablement partagé. Comme ça, on retrouve la définition de la réserve de biosphère. C'est un espace qui est mis en défense, où il y a des règles autour, mais qui tient toujours compte de l'homme. Parce que l'homme pense toujours, c'est au détriment de moi qu'on dit qu'on a créé un parc. Ou non, ce n'est pas au détriment de l'homme, mais c'est qu'on veut amener l'homme à utiliser durablement ses ressources et aussi, s'il en tire profit, qu'il n'aille pas investir ailleurs. Sinon, la ressource va finir, et quand la ressource finit, et je crois que c'est en ce moment qu'on se rend compte que... Et quels sont alors les objectifs d'une réserve de biosphère? Et les objectifs, quand nous prenons notre cas, c'est pratiquement la même chose un peu partout. Avoir le label de l'UNESCO en créant une réserve, c'est que c'est la gestion participative et durable des ressources du terroir. Ça veut dire que nos pays, comme on parle de réserves transfrontières, le Bénin et le Togo, se sont engagés. Vous savez, et depuis avant la colonisation, que des colons ont aidé à mettre en défense quelques espaces. Nous pouvons citer au Bénin, par exemple, le parc Pandjari, par exemple, ou le parc W. C'est les colons qui ont mis ça en place. Mais ces ressources appartenaient à qui? Ou appartiennent à qui? Appartiennent aux Béninois. Mais c'est des gens qui nous ont aidés à mettre ces choses en défense. Si nous revenons un peu partout dans le sud Bénin, nous allons parler des forêts sacrées. Qui les a mis en défense? C'est nos parents, nos aïeux, parce que ça représentait quelque chose pour eux. Peut-être, quand vous allez dans la vallée de Lomé, par exemple, on parle de Bas-Maison, allez voir l'histoire. Les premiers habitants de la vallée de Lomé ont trouvé une île où, pendant la crue, l'eau ne vient pas à cet endroit. Ils se sont réfugiés sur cette île et c'est plus tard devenu. C'est de là qu'ils ont pu coloniser la vallée de Lomé, tout en luttant contre les envahisseurs. Ou bien ils ont fui quelque part, ils sont venus là, mais ils ont constitué leur base à partir de là. Mais après leur départ, c'est devenu quoi? C'est devenu une forêt sacrée. Ça veut dire que chaque habitat sacré constitue une source pour la biodiversité. Et pourquoi le Bénin a senti alors le besoin de créer ce genre de réserve? Vous savez, le Bénin a pris beaucoup d'engagements au niveau international. Par exemple, on demande que nous avons le congrès international des parcs au niveau mondial. On a constaté que les solutions que nous avons aujourd'hui, les problèmes que nous avons aujourd'hui, les solutions ne viendront que de la nature. Et là, on recommande à chaque pays d'avoir des habitats préservés. Vous savez que c'est de ces habitats préservés que nous aurons les solutions à nos problèmes. Et pour cette raison, il faut trouver des règles pour pouvoir mettre en défense, quel que soit, vous savez, même sur le plan moderne, quand on fait lotissement dans une zone, on fait des réserves administratives. Malheureusement, au Bénin, quand on fait les réserves administratives, on dit c'est pour construire les hôpitaux, pour construire les institutions de la République. Mais jamais on ne construit pas ce qui est l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quand vous réservez de la place pour la nature, vous tirez beaucoup pour votre santé. Monsieur Baudrenou, et ce genre d'initiative plutôt, il y en a combien au Bénin? Et comme je disais tout à l'heure, à part ce que le colon avait fait, il n'y en avait plus rien. Je dirais même, pour ceux qui n'aiment pas l'entendre, c'est qu'on nous a aidé même à créer, à avoir des forêts classées, mais qui ont été déclassées à cause de l'homme. Même les forêts sacrées. Les forêts sacrées, avec l'expansion de la religion, où on met des mauvais esprits partout, les forêts classées ont commencé par être désacralisées. Mais depuis un certain temps, avec l'appui de certains partenaires, je crois qu'un processus a été engagé pour que les forêts sacrées soient intégrées dans le patrimoine des aires protégées du Bénin. Et ici maintenant, ça a été fait avec la Direction générale des forêts en son temps, avec la FAO, le PNUD et autres. Ce processus a bien évolué, mais ici, pour la réserve de biosphère transfrontière entre le Bénin et le Togo. À présent, on va aborder le processus ayant conduit à la création de cette réserve. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Oui, c'est assez simple. Vous savez, avant, comme je disais, pour les parcs, c'est l'autorité qui décide de tout.
Ils voient que, bon, cette zone, on a de la ressource, on a des animaux, on a de belles végétations et autres, il y a des habitats, même si de grandes études n'ont pas été réalisées à ce moment-là, mais quand même, une mesure de prévention était de dire, on ne va pas utiliser ici anarchiquement. C'est ce qui se faisait. C'est comme ça des parcs ont été créés en Afrique pour la plupart, et c'est après qu'on fait des études pour confirmer tout ce qu'on avait pensé. Mais pour la réserve, de biosphère, oui, c'est assez différent parce que c'était des zones déjà très occupées. Les ressources sont là, les populations sont là et exploitent. Ça veut dire que, comme on le fait dans les lotissements et autres, on ne vient pas cadrer seulement, on fait un état des lieux. Effectivement, les populations étant déjà là, la ressource est là, on vient faire effectivement l'état des lieux. Il y a eu déjà beaucoup de travaux de recherche qui ont montré que il y a une espèce animale qui se retrouve quelque part, mais qui est menacée. L'habitat n'est pas protégé, mais l'animal est menacé. Vous savez, le sud Bénin a été divisé en deux zones qu'on appelle zone Ramsar. Ça veut dire que les études avaient déjà permis de trouver des habitats clés. Nous avons le site Ramsar 1018 et 1017. Et vous savez, c'est toute la vallée de l'Ouémé, jusqu'à la mer côtière, jusqu'à Sémé, et toute la vallée du Mono. Ça veut dire que de Aplahoui jusqu'à Grand Popo était déjà considéré comme un site Ramsar. Pourquoi? C'est des sites qui accueillent des oiseaux migrateurs pendant certaines saisons de l'année. Et pour protéger ces oiseaux, il faut apporter un peu d'attention à leur habitat. C'est comme ça qu'après des études, l'ABE a aidé le Bénin à ce que ces deux sites soient classés, avoir le statut de Ramsar. Mais ce n'est pas suffisant. Vous allez sur le terrain, rien n'a pratiquement changé. Les gens continuent à exploiter comme ils veulent, malgré les tests qui existent. Dans le processus de la création de réserves de biosphère, où l'UNESCO met l'accent sur l'homme et son milieu, c'est qu'il fallait revoir cet état des lieux, mais pour des habitats clés. On ne va plus prendre tout le sud de Bénin pour dire c'est protégé. Vous savez que Cotonou, c'est dans la réserve, c'est dans le site Ramsar, 1017, mais, et 1018 plutôt. Ça fait quoi avec l'Ouémé? Vous voyez le fleuve Ouémé descend et l'embouchure c'est à Cotonou. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis Cotonou est sorti du champ? Non, Cotonou n'est pas sorti. Nous sommes dans une réserve, ça veut dire que nos comportements vis-à-vis de la nature, on doit être sensibilisés à utiliser rationnellement. Ce qui ne se fait pas encore. La façon dont gère les déchets au Bénin. C'est pour ça, M. Boudjranou, je dis que nous sommes sortis du champ puisque nos habitudes ne cadrent pas avec ce qui devrait être. Petit à petit, je crois qu'on va amener les gens, nous allons nous amener à ce que nos habitudes respectent l'environnement et pour qu'on en tire le maximum. Et vous constatez que la façon dont gère les ordures, par exemple, on dépose partout, mais en retour, c'est nous qui consommons les poissons. C'est partout maintenant. Voilà, c'est des choses à corriger. Maintenant, si nous revenons à la réserve de biosphère, dans le processus, on fait un état des lieux, on fait une cartographie de façon participative, c'est-à-dire avec les communautés à la base et autres. Et la GIZ a accompagné le processus en son temps. Ça a duré pratiquement 3 ans. Les communautés ont été associées. Après, les mairies ont été associées. Des ONG qui travaillaient dans ces habitats, par exemple. Dans le Mono, par exemple, voilà, Eco Bénin, qui a beaucoup travaillé là-bas. Nature Tropicale aussi avait travaillé. Nous avons AMN, nous avons JVE, plusieurs ONG qui étaient déjà là-bas, se sont impliquées et ont travaillé avec les élus locaux, avec les populations à la base. Surtout les populations. Les populations, pour cartographier les ressources. Et après, un processus a été mis en place pour permettre aux gens d'élaborer des conventions locales. Vous voyez, il y a les tests de loi au Bénin qui protègent déjà. Mais ça ne va pas à la base. Maintenant, il faut élaborer des conventions locales qui tiennent compte de ces tests. Et ces conventions ont été élaborées. Et après, des associations ont été créées. Spécifiquement, ce n'est pas des ONG qui viennent pour dire je vais gérer une réserve. Non, avec la mairie, des associations ont été créées avec les communautés locales pour dire voilà comment nous voulons gérer les choses. Des plans d'aménagement ont été réalisés, des plans de gestion. Et tout le processus a été mis en place. Et avec tout cela, ça veut dire que de la base, nous acceptons protéger. Et maintenant, avec le Sénagref, ça veut dire que c'est parti au sommet de l'État. Et du sommet de l'État, c'est aller à l'international. Et pourquoi on parle alors de réserve transfrontière? On parle de réserve transfrontière parce que au départ, l'idée, c'est de voir le couloir du fleuve Mono. C'est-à-dire que le Mono divise le Bénin et le Togo.
il faut remarquer que du côté Togo, il y a déjà un parc, le parc de Togodo se retrouve du côté du Togo, où on a même des buffles, on a beaucoup de singes et autres, alors que du côté du Bénin, il n'y avait pas grand-chose. Et là, il était important qu'on voit avec les communautés, malgré ces habitats protégés au Togo et au Bénin, il y a quelques habitats sacrés, mais non protégés en tant que tels. Mais le processus a conduit maintenant. Aujourd'hui, nous avons par exemple la réserve de la Bouche de Roi, qui est au niveau du côté béninois, et qui est aujourd'hui un site où, je vous dis, dans le processus, on est allé même jusqu'à sacraliser des habitats avec les Zangbeto. Monsieur Baudrenou. Et ça permet de protéger Monsieur Baudrenou, Monsieur Baudrenou. Bien sûr. On sent que vous respirez la nature. Oui. On sent que c'est en quelque sorte votre chasse gardée. Bien en sûr, tout cas, on vous Merci. accompagne dans ce sens-là. C'est pour ça que ce plateau vous est ouvert à chaque fois. N'hésitez surtout pas à venir pour de ces genres d'informations. On en a besoin. On parlait donc avec vous de la réserve biosphère transfrontière du Mono. En tout cas, le sujet reviendra sur le tapis. Cette fois-ci, on parlera avec les richesses contenues dans cette réserve. Et pour finir, donc, parler des enjeux, des différents enjeux, n'est-ce pas, les perspectives, les défis pour cette réserve. Merci d'être passé nous voir, Monsieur Baudrenou. Ce fut un plaisir.